les années 80, les producteurs James Jacks et Sean Daniel ont l'idée de sortir une nouvelle version du film La Momie de 1932. L'histoire originale se déroule en 1921, lorsque des archéologues du British Museum découvrent un sarcophage à Thèbes renfermant la momie d'Imhotep, un prêtre de l'ancienne Égypte enterré vivant pour être tombé amoureux de la princesse Anck-Su-Namun. Ressuscité par inadvertance, Imhotep s'échappe avec un parchemin permettant de ramener les morts à la vie. Universal est d'accord pour lancer le projet à condition que le long métrage ne dépasse pas les 10 millions de dollars. Il faut dire que la société avait pour but de lancer une nouvelle franchise d'horreur à petit budget. En 1987, le réalisateur George Romero, connu pour avoir lancé Les Morts Vivants au cinéma, a rédigé un premier traitement tout en étant attaché à la réalisation. À cette époque, le studio voulait présenter une momie implacable, similaire au personnage du Terminator. Aidés par le scénariste Abby Bernstein, leur histoire se déroulait dans le présent, mettant en scène des scientifiques qui, par inadvertance encore une fois, redonnaient vie à une momie désireuse d'utiliser un ancien appareil pour détruire toute vie sur Terre. Cependant, Bernstein souligne que cette momie n'avait pas plus d'interaction sociale que le tyrannosaure dans Jurassic Park. Ensuite, Jacks et Daniel collaborent avec Clive Barker, après son triomphe avec Hellraiser. Hellraiser, a film by Clive Barker. We'll tear your soul apart. Le traitement initial de Barker était fidèle à son univers, à la fois sombre, sexuel et violent. Mais le concept était trop étrange pour Universal. Par la suite, Alan Horsby est recruté et propose une version simplifiée du film de 1932 en se concentrant à nouveau sur une momie version Terminator. Joe Dante est même choisi en tant que réalisateur en imaginant Daniel Day-Lewis dans le rôle de la momie. Bien que le long métrage soit sur le point d'être produit, des éléments tels que les scarabées carnivores sont intégrés à la dernière minute, ce qui fait hésiter Universal, en raison du coût beaucoup trop élevé à cause des effets spéciaux. C'est non. Romero revient sur le projet 7 ans plus tard, en 1994, avec la vision d'en faire un film d'horreur de style zombie, similaire à La Nuit des Morts Vivants. Jugé trop sombre et violent, le projet est une nouvelle fois abandonné. En 1995, un nouveau scénario qui combine des éléments du film de 1932 et de La Tombe de la momie de 1942 est écrit. Alors que le projet était sur le point d'entrer en production, Universal est vendu à la Seagram Company. L'ancien président de la société, Schoenberg, décide donc de produire La Momie via sa société indépendante, The Bubble Factory. Il propose le projet à Wes Craven qui refuse. Toujours déterminé à créer un nouveau film, Universal engage Kevin Jarre en 1996 pour rédiger un énième scénario. Selon Jack, les dirigeants étaient désormais convaincus que le film devait être une production historique à plus gros budget. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Et enfin, c'est en 1997 que le metteur en scène et auteur Stephen Sommers, qui s'est fait connaître grâce au succès de son remake du Livre de la Jungle 3 ans plus tôt, contacte les producteurs en vendant sa vision de La Momie comme une sorte d'Indiana Jones. Après les déceptions au box-office dont celle de Babe le cochon dans la ville, Universal est en quête d'un succès financier. Séduit par son idée, la société donne le feu vert à Sommers et augmente le budget de 10 à 80 millions de dollars. Conscient du fait que la momie traînante et bandée des anciens films était devenue ringarde, il a imaginé un monstre plus rapide, plus redoutable et plus effrayant. Le cinéaste effectue ses propres recherches et consulte même un professeur d'archéologie de l'UCLA. Son scénario reprend plusieurs éléments centraux du film d'horreur de 1932, notamment les noms d'Imhotep et d'Anck-Su-Namun et leur relation amoureuse. Je voulais vraiment faire une grande aventure flamboyante et romantique située en Égypte ancienne, et la momie offrait tout cela et même davantage. Je voulais faire un film sur des personnages dont le sort m'intéresse vraiment. Imhotep est vraiment un personnage romantique. Le rôle de Rick O'Connell est proposé à des acteurs tels que Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon et Ben Affleck, mais aucun d'entre eux n'était intéressé. C'est finalement Brendan Fraser qui est choisi après le succès de Georges de la Jungle sorti en 1997. Au fin fond de la jungle africaine, vit un étrange personnage. Georges de la jungle. Rick O'Connell est un personnage écrit par Stephen Sommers, qui a regardé tous les classiques des années 40, 50 et 60. Rick est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, il ne prend rien trop au sérieux. Mais si vous incarnez Rick et que vous ne croyez pas aux circonstances de la réalité de ce film, alors votre public ne le fera pas non plus. J'ai toujours voulu incarner un personnage qui se bat,
J'ai grandi avec Robin des Bois, Star Wars et Indiana Jones. Ce sont des images à la fois aventureuses, excitantes et comiques, qui stimulent le public. Je suppose que les jeunes garçons voulaient en quelque sorte vivre par procuration à travers ces personnages. Et cette version de la momie ne fait pas exception à cela. Nous avons complètement réinventé le personnage. Bien sûr, quand les gens parlent de momie, ils pensent à quelque chose qui trébuche, enveloppé dans des bandages, poursuivant lentement un pauvre gars. Notre proposition est une vraie réinvention. La momie, jouée par Arnold, est une personne maudite et très en colère, et c'est notre travail de l'arrêter. Alors que le studio envisageait initialement des actrices américaines pour le rôle d'Evelyn, c'est au bout du compte la comédienne britannique Rachel Weisz qui est choisie après avoir passé plusieurs auditions. John Hannah est sélectionné pour interpréter l'insupportable frère d'Evelyn, Jonathan. Tu n'as donc aucun respect pour les morts. Et Arnold Vosloo est engagé pour jouer le rôle d'Imhotep. Le tournage a débuté le 4 mai 1998 et s'est étendu sur une période de 17 semaines. En raison de conditions politiques instables, l'équipe n'a pas pu tourner en Égypte, optant plutôt pour Marrakech. Cette ville présentait l'avantage d'être beaucoup moins moderne que le Caire, permettant ainsi une reconstitution plus aisée des années 20. Le décor prédominant érigé pour les scènes d'extérieur demeure la cité d'Amunatra, édifiée au sein du cratère d'un volcan éteint près d'Erfoud. Un repérage réalisé par Alan Cameron, qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur le remake du Livre de la Jungle. L'équipe de tournage effectue des relevés précis du site, puis le reproduit en maquette à échelle réduite dans les studios de Shepperton à Londres. Ces maquettes servent à planifier le tournage de manière optimale. La phase de construction du décor s'étend sur 16 semaines. Divers plateaux intègrent des mécanismes permettant à la cité de s'effondrer en prévision des scènes finales. Conformément au plan, le décor est délibérément détruit devant les caméras à la fin du tournage pour répondre aux besoins de ces scènes. Après Marrakech, l'équipe s'est dirigée vers le désert du Sahara. Ce qui est intéressant au début, c'est de découvrir ce paysage beau et inspirant. Mais il n'y a rien là-bas, c'est juste du sable. Donc cela devient très vite monotone. Mais le principal problème a été la chaleur. C'est difficile de travailler dans de telles conditions. Le désert est un endroit étrange. Il y a le soleil, les dunes, c'est magnifique, mais ce n'est pas vraiment un endroit fait pour les gens. Afin de prévenir la déshydratation sous la chaleur intense, l'équipe a mis au point une boisson que les acteurs devaient consommer toutes les 2 heures. Les tempêtes de sable étaient des défis quotidiens, et la faune constituait également un problème majeur. De nombreux membres de l'équipe ayant besoin de soins médicaux après avoir été mordus ou piqués. En plus de tout ça, Brendan Fraser a frôlé la mort lors d'une scène où son personnage est pendu. Il s'est d'ailleurs récemment confié dans le Kelly Clarkson Show. La caméra s'est mise à tourner autour de moi et je suis monté sur la pointe des pieds. Le gars qui tenait la corde au-dessus de moi l'a tiré un peu plus haut. J'étais coincé. J'avais nulle part où aller sauf vers le bas. Puis la trappe s'est ouverte. La seule chose dont je me souviens après ça, c'est que mon coude était vers mon oreille, le monde était de travers et j'avais du gravier entre les dents. Un des cascadeurs m'a dit « Félicitations, vous êtes dans le club. La même chose est arrivée à Mel Gibson dans Braveheart. » Après le tournage en Afrique du Nord, l'équipe est retournée au Royaume-Uni pour achever la production le 29 août 1998. Le film nécessite une abondance d'effets visuels numériques, qui ne seront intégrés qu'au cours de la post-production. Ainsi, durant le tournage, les acteurs doivent fréquemment faire appel à leur imagination, se fiant aux conseils de Sommers pour réagir face à des événements aux créatures invisibles. Arnold Vosloo est physiquement présent sur le plateau, mais est principalement équipé de capteurs de mouvement, destinés à animer son personnage par ordinateur par la suite. Les autres acteurs, en revanche, visionnent avant chaque scène une photo représentant l'apparence supposée d'Imhotep. Une partie des scènes fait appel à des techniques plus traditionnelles, telles que le maquillage, les prothèses physiques et les animatroniques. Cette facette des effets spéciaux est supervisée par Nick Dodman. En supplément, certaines séquences angoissantes impliquent l'utilisation de vrais animaux, comme la scène où Rachel Weisz est couverte de criquets, ou celle où elle est enchaînée à un hôtel alors que des rats la traversent, ce qui n'était absolument pas prévu à la base. Les cinéastes auraient alloué en tout 15 millions de dollars du budget uniquement pour les effets visuels. Sommers a engagé Industrial Light and Magic pendant le développement du scénario, travaillant ainsi avec le superviseur John Andrew Burton Jr. qu'il avait déjà côtoyé sur Un cri dans l'océan. Les gars ont commencé à développer l'apparence de la momie 3 mois avant le début du tournage.
Pour créer un cadavre photoréaliste, les concepteurs ont travaillé sur 4 étapes distinctes pour la momie, allant de la plus décomposée à presque entièrement régénérée. Dans les vieux films, ce n'est pas un personnage très effrayant. Il marche si lentement que vous pouvez lui échapper sans problème. La version que nous avons tournée est très différente des momies de nos grands-pères. Les fans purs et durs seront peut-être déçus, parce que ce n'est pas seulement un conte d'épouvante. Mais si vous faites un film de 80 millions de dollars, vous devez attirer plus de gens qu'une poignée de cinéphiles. Voilà pourquoi il y a de l'action, de la comédie et de la romance, comme dans un Indiana Jones, un Errol Flynn ou une aventure à la Jason et les Argonautes. Il y a d'ailleurs une allusion directe à Jason dans le film, lorsque Brendan Fraser affronte une meute de momies squelettiques. Alors là, vraiment, c'est de mieux en mieux. Outre la momie, le film comporte de nombreux plans d'effets pour magnifier l'aventure. Des plans comme le flashback de la ville antique de Thèbes, combiné des images tournées dans le désert avec des acteurs sur fond vert, des modèles miniatures et des effets numériques. Certaines séquences sans effets ont également été contre toute attente plutôt compliquées à être tournées. La scène du désastre de la bibliothèque par exemple a exigé une planification minutieuse et une exécution soignée. C'était un moment assez étonnant. Il y avait une seule caméra pour filmer toute la séquence et il ne fallait pas se louper. L'équipe a pris une journée entière pour monter toutes les étagères pour qu'elles tombent toutes les unes sur les autres comme des dominos. On devait libérer l'endroit le jour même, on n'avait donc le droit qu'à une seule prise. On a tous croisé les doigts pour que cela fonctionne. Lorsque la première bibliothèque tombe, j'ai dû me baisser pendant que la caméra suit le désastre pour ensuite revenir et dire « Oups !» C'était très difficile, nous étions très nerveux. Pour la conclusion du film qui met en scène une armée de momies venant à la défense d'Imhotep, les animateurs ont salué la capacité de Brendan Fraser à reproduire systématiquement ses mouvements dans plusieurs prises, facilitant considérablement l'ajustement des momies numériques animées aux scènes de combat en direct. L'enthousiasme du public pour le long métrage était quasiment nul. Tout le monde parlait d'un futur échec, mais lorsqu'Universal a sorti un spot télévisé pour le Super Bowl, coûtant apparemment un peu plus d'1,6 million de dollars, le public a réagi de manière plus positive. Avec la sortie imminente de La Menace Fantôme qui s'annonçait comme un succès retentissant, la production a décidé de déplacer la date de sortie du 21 au 7 mai. Le long métrage a été largement diffusé, étant présent dans plus de 3000 salles à travers les États-Unis. Ce déploiement massif a été couronné de succès, générant plus de 43 millions de dollars de recettes au cours de son premier week-end. À ce moment-là, ces chiffres ont placé l'œuvre au 9e rang des meilleures performances de démarrage de tous les temps. Au bout du compte, le film a récolté un peu plus de 155 millions de dollars au box-office américain et un peu plus de 260 millions dans les autres pays. Cette performance globale a abouti à un total impressionnant de près de 416 millions de dollars de recettes. En revanche, les critiques sont très mitigées de la part de la presse. Roger Ebert du Chicago Sun-Times par exemple a partagé son point de vue en qualifiant le film d'aventure un peu immature mais extrêmement plaisant à regarder. Le critique reconnaît les lacunes du long métrage en termes de scénario, réalisation, jeu d'acteur et même la représentation de la momie elle-même. Mais malgré ça, il souligne qu'il a apprécié pratiquement chaque minute du film. Dans sa critique pour le New York Times, Stephen Holden adopte lui aussi une perspective sceptique à l'égard de la momie. Il exprime des réserves quant à la qualité du film, soulignant que la prolifération excessive de créatures et d'événements frénétiques nuit à l'ensemble de l'œuvre. En fait, selon lui, le film privilégie l'action et l'excitation visuelle au détriment d'une narration plus profonde ou d'une exploration approfondie des personnages. Mais c'est pas grave, car même en France, le film a attiré un public considérable en enregistrant plus de 3 millions d'entrées. Ainsi, malgré les critiques mitigées, La Momie a réussi à être un véritable triomphe commercial. Stephen Sommers est un réalisateur intelligent. Intelligent dans le sens où il a parfaitement compris et assimilé les attentes du spectateur lambda. Avec un scénario relativement simple, des personnages atypiques et plutôt attachants, des effets spéciaux à gogo et quelques traits d'humour, Sommers a accouché d'un spectacle des plus divertissants. On se croirait revenu au bon vieux temps des serials, et il ne fait aucun doute que l'ombre d'Indiana Jones plane sur le métrage de Sommers. Il faut dire aussi que Sommers a tout mis en œuvre pour livrer un blockbuster hautement jouissif. Des décors magnifiques nous plongeant dans une Égypte splendide, un rythme soutenu et quasiment sans temps mort du début à la fin, des scènes d'action percutantes, une réalisation bien torchée, un mélange bien dosé de romance, d'action, d'épouvante et de suspense, ou encore la sublime partition du grand Jerry Goldsmith. Bref, autant d'atouts dans le jeu de Sommers qui ont largement contribué au succès commercial et critique du film. Ajoutez à cela un casting sympathique. Brendan Fraser, Rachel Weisz et Arnold Vosloo dans le rôle de la momie maudite.
Une brochette d'acteurs talentueux qui n'en font jamais trop et qui sont toujours dans le ton. Effectivement, La Momie est un véritable joyau du cinéma d'aventure qui allie habilement l'action, le fantastique et l'humour. Cette relecture moderne du mythe classique a réussi à captiver le public avec son rythme effréné et son casting exceptionnel. C'est d'ailleurs l'un de ses points forts. Brendan Fraser incarne avec brio le personnage central, Rick O'Connell, avec sa dose parfaite de charme, d'humour et de bravoure. Cessez de jouer à cache-cache et venez, tirons-nous de là. Wow! Rachel Weisz, quant à elle, apporte une dimension supplémentaire au film en jouant Evelyn, une bibliothécaire intrépide et intelligente. Le duo fonctionne terriblement bien à l'écran, ajoutant une touche de romance un poil cliché à cette aventure épique. Pourquoi m'avez-vous embrassé? On s'apprêtait à me pendre, j'ai voulu encore faire un peu la fête. Oh. Les séquences d'action sont encore efficaces et bien chorégraphiées, que ce soit la poursuite effrénée à travers le désert, les combats contre les morts-vivants et les scènes de suspense dans les tombeaux antiques, chaque moment est empreint d'une énergie palpitante. Les effets visuels du film, bien que datés par rapport aux normes actuelles, demeurent impressionnants et ont joué un rôle essentiel. Et même si on ne peut s'empêcher de sourire en les revoyant aujourd'hui, les CGI de l'époque apportent un indéniable charme à l'œuvre. La transformation d'Imhotep par exemple reste remarquable. Et en parlant de ça, cela fait du bien de voir dans un long métrage grand public des moments d'horreur comme ceci. Je commençais à avoir peur. J'ai perdu tout le monde. L'intrigue elle-même est captivante, mêlant l'aventure et le surnaturel de manière équilibrée. L'histoire suit une formule classique d'exploration de tombes, de malédictions anciennes et de créatures ressuscitées, mais le tout fonctionne plutôt bien. Et enfin, cette aventure brille par ses moments d'humour bien dosés. Ces touches apportent une légèreté bienvenue à l'histoire. Pour finir, je dirais que La Momie de 1999 est une aventure cinématographique exaltante qui a su conquérir les cœurs grâce à son casting charismatique, ses séquences d'action et son mélange réussi d'humour et de mystère. Même après toutes ces années, le film conserve son pouvoir d'attraction et demeure un incontournable du genre. La chemise de nuit blanche qu'Evelyn porte lorsque le navire est attaqué est devenue transparente lorsqu'elle a été mouillée. Ce soir, c'est le cas! Elle a dû être peinte numériquement en blanc pendant la post-production afin que le film puisse conserver sa classification PG-13. Le texte d'ouverture était initialement destiné à être lu par Imhotep, mais Stephen Sommers s'est rendu compte plus tard qu'Imhotep ne serait pas capable de parler anglais et a plutôt donné la voix off à un autre acteur. La scène du début où Imhotep est momifié a fait flipper l'acteur Arnold Vosloo. Il a dû rester bandé pendant 4 heures pour filmer les scènes où il est déposé dans sa tombe. On a découvert qu'une cape portée par l'un des figurants dans ce film avait en fait été confectionnée pour Alec Guinness lorsqu'il incarnait Obi-Wan Kenobi dans Star Wars épisode 4. Les gars des effets visuels avaient pour consigne de ne pas rendre le rendu de la momie trop gore. Au départ, on aurait dû voir du sang et des organes sous son squelette. Pendant la scène où Imhotep soulève la tempête de sable dans le désert, la caméra a dû faire un panoramique rapide, car les machines à vent utilisées n'arrêtaient pas de faire gonfler la cape d'Arnold Vosloo, exposant ainsi ses fesses. La scène du gros plan sur Jonathan Hyde a dû être refaite plusieurs fois. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Car il ne pouvait pas garder un visage impassible avec tant de sauterelles partout sur lui. En 2004, les parcs à thème d'Universal Studios ont ouvert leur manège La Revanche de la Momie, basé à la fois sur ce film et sur Le Retour de la Momie sorti en 2001. Les manèges sont devenus si populaires que les files d'attente s'étendaient jusqu'au parc principal. Pour atténuer l'attente, les fans du film scandaient avec lassitude « Imhotep », comme le font les citadins hypnotisés au milieu du film. Et voilà, c'est tout pour La Momie.
J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.